Allez, hop, boum. Donc je suis absolument ravie de t'accueillir ce soir pour ce livre-là qui est assez différent de ce que tu fais d'habitude. Alors j'ai entendu que tu voulais pas appeler ça vraiment un roman. Écoute, moi quand le livre est sorti de l'imprimerie, j'ai vu qu'il y avait marqué roman sur la couverture. Ça me dérange pas, et puis ça me fait surtout une phrase à dire pour les journalistes. En fait, l'histoire de Sulac dans le livre n'est pas du tout romancée. Au contraire, moi je tiens vraiment à préciser que tout est absolument authentique, en tout cas, et fidèle au témoignage que j'ai eu 30 ans plus tard. Il n'y a pas de dialogue, et les seuls dialogues qu'il y a sont des choses vérifiées, c'est-à-dire qu'il y a des cassettes. Les seuls dialogues qu'il y a, c'est soit les échanges entre Bruno Sulac et Thalie, sa fiancée, que je vois presque tous les jours, donc qui m'assure que voilà. Soit les échanges avec le commissaire qui sont enregistrés sur des cassettes. Le commissaire a donné les cassettes à la famille. Donc c'est vraiment pas du tout un roman au point de vue de l'histoire de Sulac. Je pense qu'ils ont mis roman parce que la construction d'ensemble du livre, ouais, les digressions, mes petites histoires à moi très furtives, mais ça fait, c'est pas juste, je pense que c'est pas simplement une biographie de journaliste. Mais c'est-à-dire que si on connaît pas Sulac au départ, quand on lit le roman, on a juste l'impression que c'est un personnage qui est complètement inventé. Oui, c'est pour ça que hyper romanesque. Ouais, c'est pour ça que ça me gêne un peu ce roman. Je voudrais pas qu'on pense que j'ai inventé quoi que ce soit. C'est pour ça que je préférais qu'on soit bien clair dès le départ. Est-ce que justement tu peux nous expliquer pourquoi tu as écrit un livre sur Sulac, comment tu l'as rencontré? Parce que finalement c'est assez étonnant de voir que les gens s'en souviennent pas. Oui, et moi-même je ne m'en souvenais pas du tout. Est-ce que toi tu avais des souvenirs de Sulac des années 80 ou, Quand il est mort, très médiatisé sur les 2 dernières années de sa vie, j'avais entre 20 et 21 ans. Donc j'aurais dû je pense que j'avais autre chose à faire. Oui, c'était une espèce de musique d'ambiance. Je pense que j'avais d'autres préoccupations à 20 ou 21 ans, je devais courir après des filles ou je sais pas quoi. Et donc moi je me rappelais pas du tout. Le nom vaguement, Bruno Sulac, m'évoquait quelque chose, mais vraiment très lointain. Et je me suis rendu compte quand j'écrivais le livre, j'en parlais autour de moi. Je me suis rendu compte que vraiment très très peu de personnes s'en souviennent. Dans le bar de mon quartier où on va, que tu connais, il y a des policiers qui sont des flics de la crime, c'est-à-dire pas qui sont vraiment dans le truc qui devrait. Et je leur en ai parlé, aucun d'eux ne se souvenait de Bruno Sulac, qui pourtant a été pendant 2-3 ans vraiment le gangster le plus médiatisé de France. Donc voilà, et en fait moi c'est juste quand j'écrivais mon livre d'avant, La femme et l'ours, un soir j'écrivais la nuit à cette époque-là, maintenant j'essaie d'écrire la journée, en zappant à la télé pour essayer de reculer le moment où j'allais devoir écrire. Vers 2-3 heures du matin, sur une chaîne du Cap, je suis tombé sur la fin d'un reportage, un documentaire plutôt qui lui était consacré. Et ça m'a... C'était vraiment les 10 dernières minutes, mais ça m'a interpellé. Je me suis pas dit du tout, je vais écrire un livre sur ce type-là. Mais je suis allé voir sur Internet comment on peut faire tous quand on voit un truc à la télé qu'on aimerait creuser un peu. Hein. Vraiment, c'était... Je me suis pas dit du tout... je saute sur ce sujet formidable. Et en fait, voilà, en allant voir sur Internet, je me suis rendu compte que ce personnage m'intéressait. Il y a des choses que je ne comprenais pas sur son parcours, le fait que ce soit un garçon gentil, beau, intelligent, drôle, doué pour tous les sports et toutes les activités cérébrales, qui grandit dans une famille très unie, très aimante, très stable à la campagne, et qui, par un mystère, enfin ce qui était à l'époque un mystère, se retrouve en quelques années un des plus grands gangsters, un des plus grands braqueurs en tout cas du XXe siècle en France. Et donc ça m'a intéressé, j'ai creusé un peu sur Internet, et puis grâce à Internet, je ne sais pas comment faisaient les gens avant quand ils voulaient écrire une biographie ou quand ils s'intéressaient à quelqu'un. Je pense que si j'avais dû aller dans les bibliothèques, demander des autorisations pour fouiller les vieilles archives, les vieux journaux, j'aurais eu la flemme et je ne l'aurais pas fait. Et bonjour. Et
Et donc là, grâce à Internet, en fait, simplement par curiosité, et puis à un certain moment, la curiosité est devenue trop envahissante, trop forte, et je me suis vraiment attaché à lui, une sorte d'amitié, quoi, d'amitié Ce qui se sent beaucoup d'ailleurs. décalée. Ouais. Et je me suis dit, puis un jour j'étais dans mon lit, sa sœur, donc la sœur de Bruno, a écrit un livre juste après sa mort. Il est mort en mars 85 et le livre de sa sœur Pauline est paru en décembre 85. Donc elle l'a vraiment écrit pendant l'été 85, qui est plus une sorte de cri d'amour et de détresse et d'amour, mais enfin qui est quand même un témoignage. Il y a tout un tiers du livre qui sont des lettres de Bruno qu'il a écrit en prison. Et dans une de ces lettres, il dit, ce que j'ai mis au début, il écrit à, je pense, quand il est rentré à Fleury-Mérogis, beaucoup de femmes lui ont écrit parce qu'il était passé à la télé. Il y avait un gros retentissement. C'était quand même assez charmant. Voilà, autour de son procès, puis c'était vraiment un beau gosse, quoi. Puis tout le monde l'aimait bien, il n'a jamais fait de mal à personne, donc il a reçu beaucoup de lettres de... Et dans une lettre qu'il écrit donc en janvier 85, c'est-à-dire 3 mois avant sa mort, il dit à cette fille qu'il ne connaissait pas, je pense, il dit « Ces derniers temps, j'écris beaucoup ». Il écrivait beaucoup, non seulement des lettres, mais aussi il a écrit des chroniques dans l'autre journal, des choses comme ça. Ces derniers temps, j'écris beaucoup, ce n'est rien d'autobiographique, rien qu'à cette idée, je frissonne. Quelqu'un s'en chargera bien après ma mort. J'étais dans mon lit, j'ai fait comme ça à ma femme. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je sais ce que je vais écrire, ce que sera mon prochain livre. Donc, à partir de là, j'ai commencé à rencontrer ses proches, sa famille, tout ça, parce que vraiment, j'ai eu envie de me charger, comme il dit. Et du coup, on n'a pas beaucoup parlé de Sulak, de son parcours, mais est-ce que tu peux justement un petit peu faire un portrait de Sulak pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, hein. Alors donc, Bruno Sulak, c'est un garçon qui est né en 1955, donc dans une famille, comme je disais, en apparence tout à fait normale, classique, équilibrée, et qui très vite s'est montré comme un garçon vraiment doué pour tout, c'est-à-dire que à 7 ans, il était à la fois magicien, très bon joueur d'échecs, champion de hockey sur glace. Il apprenait la couture et à danser le rock. Et en fait, son seul problème a été, ce qui arrive à pas mal d'enfants, qu'il était un peu trop... Il avait un cerveau qui fonctionnait un peu trop efficacement. C'est-à-dire qu'il retenait tout ce qu'on lui disait, tout ce qu'il lisait. Donc très vite à l'école, il s'est ennuyé. Et il s'est rendu compte que ça l'ennuyait, qu'il n'avait pas envie de s'ennuyer dans la vie. Et donc quand on regarde ça comme ça, ce garçon très doué, très gentil, qui a toutes les qualités et qui devient un braqueur impitoyable et d'une audace incroyable, on ne comprend pas. Et puis en fait, je ne savais pas moi comment écrire le livre. Et puis en creusant un peu dans son histoire, je suis tombé sur l'histoire de son père et de son grand-père. Son grand-père a été un immigré polonais qui est parti de Pologne. Il était gendarme en Pologne, mais avec la guerre, enfin, après la Première Guerre mondiale, et qui est arrivé en France, qui a été extrêmement maltraité en France, mais qui s'est soumis. C'est-à-dire que son grand-père est mort à 51 ans, il cassait de la fonte dans une usine en Lorraine, et avec les conditions de travail difficiles et peut-être des particules de fonte, j'en sais rien, il est mort à 51 ans. Ça, c'était son grand-père. Le père de Sulak a commencé le même parcours que son père à lui, c'est-à-dire casseur de fonte. Il s'est assez vite révolté. Si on ne veut pas faire ça, donc il s'est engagé dans la Légion, qui était pour un Polonais à l'époque. Il avait le choix entre casseur de fonte, ramasseur de patates ou la Légion. Et donc il s'est engagé dans la Légion, le père de Bruno. Et puis dans la Légion, il a perdu un bras, très jeune, à 21 ans, il a perdu un bras. Et en fait, en regardant la vie de son grand-père et de son père, j'ai compris la vie de Bruno. C'est-à-dire que lui a fait comme son père, c'est-à-dire qu'il est parti, il s'est engagé dans la Légion, il est parti du point d'arrivée de son père à lui, qui lui-même était parti du point d'arrivée de son père, casseur de fonte. Et puis, il n'a pas perdu un bras dans la Légion, il s'est un peu révolté, énervé, il a braqué des... Je pense que l'explication
en dehors de plusieurs petits points de malchance qu'il a eu dans sa vie, ou de hasard, ou de malchance. Mais l'explication de... Il y a des points de bascule comme ça, oui. Que tu mets vachement en évidence dans le roman. Mais je pense que ça explique pas simplement parce qu'on a tous des coups de hasard, de malchance. Ça joue à plusieurs endroits, il n'a pas eu le choix en fait. Il était dans la Légion et puis il s'est retrouvé déserteur pour vraiment... il avait une chance sur 10 millions que le jour où il n'obéit pas à la permission qu'on lui avait accordée, il quitte la Corse, que des rebelles attaquent Colvézi et que ses copains légionnaires doivent sauter sur Colvézi et meurent sur Colvézi. Donc lui, qui était juste parti voir ses parents et sa sœur, n'ose plus revenir après parce que il se dit je pourrais jamais regarder mes potes en face, quoi. Bon. Donc il y a toute une série de trucs comme ça, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Il est mort pour une porte qui était fermée dans la prison alors qu'elle aurait dû être ouverte. Mais je pense pas que ça suffise à expliquer ce que certains pourraient appeler une sorte de dérive ou quoi, mais enfin qui est en tout cas un changement de direction dans sa vie. Je pense qu'il a simplement poursuivi les révoltes qui étaient plutôt souterraines de son grand-père et de son père. Oui, en même temps avec beaucoup de panache. Et beaucoup de panache, mais il est mort à 29 ans, de manière très triste. Donc voilà. C'est aussi un des trucs qui m'intéresse. Parce qu'il commence à Marseille, une espèce de petit voyou assez classique. Puis par braquer des supermarchés et finir quand même par des bijouteries. Ouais. Et des grandes bijouteries. Et des grandes bijouteries. Et avec panache, comme tu dis, et humour aussi. C'est-à-dire qu'il essayait... Ouais, il y a quand même beaucoup de classe, quoi. Ouais, il s'est très vite ennuyé, enfin il s'est très vite rendu compte que c'était trop facile de braquer les bijouteries. Alors là, on n'arrête pas de parler en ce moment de braqueurs de bijouterie, des types qui rentrent avec et qui tirent sur tout ce qui bouge. Donc lui, vraiment, c'est-à-dire que si une femme paniquait, si une vendeuse dans la bijouterie paniquait, il sortait en disant ne vous inquiétez pas, ne vous énervez pas, il y a plein de bijouteries dans la rue, j'en ferai une autre. Il faisait pareil dans les supermarchés. Et puis il s'est très vite lassé, quoi. Au bout de 3-4 bijouteries, il s'est rendu compte qu'il suffisait de demander poliment avec un gros revolver. Oui, il était quand même... il était quand même armé, était sérieux, même hein, s'il il tire rentrait jamais, pas en qu'il n'y a pas de disant, violence, oui. pas de violence physique sur... Il était quand même très concentré, très sérieux avec son revolver. Et Steve a quand même une tête aussi de... Steve qui était son ami, plus que son ami, et son frère presque, et son complice. Mais donc il s'est assez vite ennuyé, au bout de 4 ou 5 bijouteries, il s'est ennuyé. Donc il écrit d'ailleurs dans une des lettres de prison qu'il a écrite à la fin, il dit « Je voulais ajouter un peu d'élégance au vol ». Et en fait d'élégance, mais surtout d'humour. C'est-à-dire que, par exemple, donc, il décide de braquer un de ses plus grands faits d'armes, la bijouterie Cartier de la Croisette, à Cannes, qui était à l'époque la bijouterie, peut-être toujours, enfin en tout cas à l'époque c'est sûr, la plus riche, la plus opulente d'Europe, qui est juste en face du Carlton, qui est sur la Croisette. C'était en août, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un endroit au monde qui était moins risqué. Enfin, c'était vraiment le... Mais il a repéré dans la vitrine un briquet Panthère, Cartier, une pièce unique d'émeraude, de diamants. Il le voulait. Et donc il a dit, je vais faire cette bijouterie. C'était quand même une grande bijouterie avec des milliers de touristes devant. Et beaucoup de vendeurs à l'intérieur. Et au lieu de le faire simplement, il a décidé de le faire en tenue de tennisman. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était Björn Borg le héros. Il aimait beaucoup tous les sports, et en particulier le tennis. Donc il a acheté les mêmes chaussures que Björn Borg, la même marque, le même polo, les mêmes chaussettes, le même short et la même raquette. Il est rentré dans la bijouterie donc en tenue de Björn Borg. Les vendeuses et le directeur de la bijouterie se sont dit, le type qui vient acheter, parce qu'il a demandé à voir les plus gros diamants, qui vient acheter les gros diamants en tenue de tennis, en sortant de son entraînement de tennis, vraiment ça doit être un grand bonhomme, quoi. Donc évidemment, monsieur, oui, bien sûr. Et puis il a ouvert sa raquette, il a sorti son... Il a dit en sortant, je suis rentré habillé comme un tennisman du dimanche et je suis sorti avec la fortune de Björn Borg. Il aurait pu rentrer, s'il était rentré en costume, en n'importe quoi, ça aurait été un braquage comme un autre. Il a tenu à... Et d'ailleurs, le directeur de Cartier, à l'époque, qui s'appelait Alain Dominique Perrin,
a fait plusieurs déclarations dans les journaux pour dire quand même que trouvait ça assez classe. Et il a dit aucune campagne de publicité ne pourrait nous apporter le 10e de la notoriété qui nous apporte ce braquage. Et il a ajouté, avec tout ce qu'on paye comme prime d'assurance, il serait quand même temps qu'il rembourse un peu, quoi. Et donc après, pour lui faire un clin d'œil, il est allé à New York, Bruno, celui-là, il est parti à New York pour s'échapper un peu parce que ça devenait trop dangereux pour lui en France. Et il a braqué la bijouterie Cartier de la 5e avenue, qui est un bijoutier énorme, pour faire un petit salut à Alain Dominique Perrin, le PDG de Cartier. Il a beaucoup d'humour, puis il a un côté un peu taquin quand il appelle Moréas pour lui dire salut, ça va toi Ouais. Alors que Moréas est quand même assez trousse, le recherche, enquête sur lui. Il aime ça quand même, il aime jouer. Donc Georges Moréas, qui était le patron de l'OCRB à l'époque, l'Office central de répression du banditisme, qui n'existe plus, qui a été remplacé par un truc, un sigle équivalent. Il l'appelait, ouais, mais ils se sont tout de suite entendus, c'est-à-dire que Moréas a couru après Sulac pendant 1 an ou 1 an et demi à peu près. Il a fini par l'attraper. Quand il l'a attrapé, Sulac, il a été très fair-play, il a dit bravo. J'étais sûr que tu m'aurais pas, mais tu m'as eu, bravo, tu as une bonne équipe. Et ils ont vraiment discuté. Il y a eu des petits. Le jour où il a arrêté, Sulac avait un ticket de tiercé, il avait joué au tiercé la veille et il avait touché le tiercé. Et il dit à Moréas, s'il te plaît, donne ça à Thalie, à sa copine. Donc ils se sont vraiment bien entendus. Et maintenant, Georges Moréas, qui est à la retraite et que moi j'ai contacté pour écrire le livre, on sent que c'est une des personnes les plus sympathiques qu'il a rencontrées dans sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'il dit vraiment, ça aurait pu être mon pote si on n'avait pas été en concurrence. C'était une sorte de jeu, quoi. Et celui-là qui a toujours été vraiment sport, c'est-à-dire à chaque fois qu'il se fait arrêter, il disait tout ce qu'il avait fait, il n'essayait pas de dire non, j'ai rien fait, il donnait tous ces trucs, il précisait juste à Georges Moréas, je m'en fous de te donner toutes les bijouteries que j'ai fait, tu vas me mettre en prison, mais dans 2 mois je suis sorti. Et Moréas disait oui, ben c'est ça, essaye, et 2 mois plus tard. Parce qu'il avait aussi ce côté-là, il s'évadait, à chaque fois qu'on l'a attrapé, il s'évadait. Ouais. Et là, Georges Moréas, 30 ans plus tard, hein, quand même, quand je lui en parle, on sent qu'il est très ému, quoi. C'est comme une sorte d'ami avec qui il n'a pas pu avoir d'autres rapports que des rapports de gendarmes et de voleurs. Mais celui-là disait pareil, celui-là disait oui, j'aurais pu être un flic et Moréas un gangster, mais celui-là disait quand même les flics ils boivent du mousseux, je préfère le champagne, c'est pour ça que je suis gangster. Et alors du coup sa relation, parce qu'il n'est évidemment pas tout seul pour faire ses braquages, sa relation avec Steve. Alors Steve, c'était son... Donc quelqu'un qu'on lui a présenté pour l'aider à faire ses braquages, quoi, une sorte de complice, et puis ils sont devenus vraiment très, plus que proches. Enfin, c'était vraiment... c'était plus que de l'amitié, hein. C'était vraiment une sorte de fraternité. Steve a dit, ça c'est Thalie, donc la compagne de Bruno qui m'a raconté ça, le 2e jour où ils se sont vus, Steve a dit, il faudra me tuer pour arrêter ce garçon. Je connaissais à peine, hein, qui vient de rencontrer. C'est malheureusement ce qui s'est passé. Et vraiment, c'était... Et le jour où Steve est mort, il est mort en essayant de faire évader Bruno. Et Bruno a dit, je suis mort maintenant en même temps que lui. Vous pouvez me faire ce que vous voulez. Vous pouvez me donner la peine que vous voulez. C'était un jeu, nous on s'amusait, c'était un jeu. Maintenant, c'est plus du tout un jeu, c'est une histoire sordide. Donc voilà, c'était vraiment plus que des amis, quoi. Et Steve avait le même côté un peu espiègle que Bruno, c'est-à-dire que par exemple au moment où il était vraiment recherché aussi comme Bruno par la majorité des policiers de France, Steve c'était un grand gars, c'était un boxeur, et donc il était ami avec Belmondo et René Château, qui l'ont fait tourner dans un film qui s'appelle Le Professionnel, où il joue le rôle d'un flic. Et le film est sorti en fin 80 ou début 80, mi-81. Et donc il devait y avoir plein de flics dans la salle parce que c'est vraiment un film pour les hommes, les vrais, les policiers.
Et donc à la sortie du film, et il voyait Steve qui jouait le rôle d'un policier, qui montrait bien, il y a une scène, la scène où Belmondo meurt, Steve écarte sa veste pour bien montrer qu'il a un gros pistolet dans la ceinture. Il a une Rolex, c'est censé être un policier de seconde zone, il a une Rolex en or qui doit valoir qu'il avait volé et qui montre bien à l'écran. Et donc voilà, c'était juste un clin d'œil, une blague qui faisait, ils se ressemblaient vraiment tous les deux. Et moi maintenant je suis devenu très ami avec le petit frère de Steve. Et tous ces gens, donc moi j'ai évidemment jamais connu Sulak, mais les gens que je vois maintenant, que ce soit Tali, donc l'amour de sa vie, ou Mickey qui est le petit frère de Steve, 30 ans plus tard, je leur parle de lui, ils pleurent quoi, alors ouais, c'était un méchant garçon qui braquait des gens, mais au fond je pense que c'était vraiment... Il avait un charisme quand même qui était assez fou, c'est-à-dire que Tali, elle tombe amoureuse de lui en l'espace de 2 semaines. Quand il lui annonce que finalement c'est un braqueur, ça la dérange pas trop, et en même temps Tali n'est pas du tout dans cet univers-là, et pourtant... C'est même pas en l'espace de 2 semaines, hein, c'est-à-dire que Tali, donc elle travaillait dans une boîte dans le sud de la France, à côté d'Avignon, et il y a un type, un copain de Bruno à Légionnaire, qui lui dit, j'ai un ami, lui il était en cavale, il venait de s'enfuir d'une prison, j'ai un ami qui a besoin d'une femme pour aller louer un appartement, pour faire couple. Et elle dit tout de suite, oui bon d'accord, elle ne savait pas que c'était un voleur, elle ne savait pas qu'il était échappé d'une prison. Et 3 jours, le lendemain, ils couchent ensemble, elle tombe amoureuse de lui, et il lui dit, j'ai un petit truc à faire, je voulais savoir si tu serais d'accord pour m'aider, il faut conduire une voiture. Et en fait, il avait promis c'était même pas un ami, c'était le type avec qui il était en prison à Montpellier, qui était juste son copain de cellule, quoi, enfin son vague pote de cellule. Il lui avait dit, je vais m'échapper, mais t'inquiète, je vais revenir et je vais te sortir. L'autre qui dit, oui, ça paraît impossible. Et en fait, donc il demande à Tali, mais ils se connaissaient vraiment, ils venaient de se rencontrer, quoi. Elle avait une sorte de coup de foudre, mais même pas vraiment sérieux, comme on peut tomber amoureux à 25 ans ou 23 ans d'un joli garçon. Et donc, cette Tali, qui a été élevée dans un couvent chez les bonnes sœurs, avec un père italien extrêmement... voilà, elle l'a emmené, elle s'est garée devant la prison, il est rentré dans la prison avec ses gros pistolets, il est allé jusqu'à la cellule de ce codétenu qui s'appelle Jean-Louis, que j'ai retrouvé aussi d'ailleurs. Et Tali, sans se rendre compte de rien, elle s'est retrouvée participer à quelque chose de complètement fou, qui n'avait jamais été fait et qui n'a plus jamais été fait d'ailleurs. C'est-à-dire un bonhomme qui gentiment rentre dans une prison, ne tape personne, ne met aucune bombe, et va à la cellule, il dit viens avec moi, et ressort. Et, voilà. Et quand on voit Tali maintenant, après elle a participé à plus de 25 braquages de supermarchés ou de bijouterie, quand on la voit maintenant, c'est vraiment quelqu'un d'une très grande timidité, c'est une femme vraiment adorable, timide, fragile. Et juste par amour, juste par poursuivre l'homme qu'elle aimait, elle a fait des choses terrifiantes. Ouais, en même temps, elle ne regrette pas. Pas du tout, alors, pas du tout, non, pas du tout. Elle assume complètement, et d'ailleurs, c'est la seule, quand je voulais écrire le livre, j'ai rencontré donc beaucoup de gens. Donc, elle en priorité, mais aussi des anciens complices, des anciens tu les as retrouvés tous. Et petit à petit, en fait. Beaucoup grâce à Internet. Par exemple, quand j'ai commencé à me dire, quand j'ai lu la phrase où il dit « Quelqu'un se chargera d'écrire ma vie bien après ma mort », où je me suis dit « Ça y est, j'écris son livre », je savais qu'il avait une fille qui s'appelait Amélie, qu'il n'avait jamais connue, mais que... Parce que, enfin, s'il l'a vue quand elle avait 1 an ou 2 ans, mais je vais sur Facebook, je tape Amélie Sulak, et je tombe sur la photo de quelqu'un, une jeune fille brune. Et j'écris, je dis « Bonjour, ça vous paraît très bizarre, mais est-ce que vous êtes la fille de... » Et donc voilà, et en fait, c'est elle qui m'a donné le numéro de Tali. Et après, il y a plusieurs personnes que j'ai retrouvées sur Internet d'une manière ou d'une autre, certains sur Facebook, d'autres... Ils avaient un complice à l'époque qui n'était pas vraiment un complice, qui était un fou furieux, un jeune mec, beaucoup plus jeune qu'eux, un Macédonien complètement kamikaze et pas un gars très sympathique. Mais dont il se servait pour faire, quand il y avait des coups vraiment très difficiles et risqués à faire, il lui disait, et lui, il n'avait peur de rien. Il y allait, bref.
Ce type s'appelle Walter. Tout le monde l'appelle Walter. Je demande à Thalie ou à la sœur de Sulac. Ils me disent non, il est mort, Walter, c'est sûr qu'il est mort. Et en achetant sur Internet des journaux de l'époque, encore un truc que permet Internet et qui ne serait pas évident sinon, j'achète un journal de 1982 ou 3 et je vois Walter, l'homme de main de Bruno Sulac, a été arrêté à Amsterdam. Son vrai nom est Wojo Tuzewski. C'est le seul endroit où son vrai nom est marqué. Je me dis, bon, alors je demande, on me dit non, il est mort, c'est sûr, c'était un fou furieux, hein, il est mort. Quand même, je tape Wojo Tuzewski, Paris. Non, aucune réponse ne correspond à votre demande. Essayez sur la région. Alors, bon. Et je trouve dans le 78, dans un village paumé dans le 78, un type qui s'appelle Wojo Tuzewski. J'ose pas téléphoner, mais j'envoie un mot. Je dis, vous allez me prendre pour un fou, mais quelqu'un, il y a 30 ans, avait le même nom que vous. Je donne mon numéro de téléphone. Et 3 jours plus tard, allô, Philippe? Oui, bonjour, c'est Walter. Je dis, tu m'as écrit au mot. Je dis, oui, oui. Tu vois que je te parle de Bruno, tu as envie que je te parle de Bruno. Je dis, oui, oui, avec plaisir. J'ai une voix d'un vieux, je me disais, moi je m'attendais à avoir un type qui a fait quelques conneries il y a 30 ans et qui maintenant s'est rangé. J'étais allé voir sur Google Maps, il habite dans un truc genre où il y a des petits jardins, on peut cultiver quelques choux, des machins comme ça. Je dis bon. Et je fais l'erreur, je regarde si. Je fais l'erreur de débutant de lui dire, bah écoute, si tu veux, on vient, il y a un bistrot en bas de chez moi où je vais tout le temps, tu viens. Et vraiment, je m'attendais à voir arriver un vieux Yugo ranger des voitures. Et puis j'étais avec le patron du bar, on discutait, puis tout d'un coup il me dit, tiens, je crois que le voilà. Et je regarde, et de l'autre côté de la rue, il y avait un type. Si on le met dans un film, tout le monde sort de la salle, quoi. Tout le monde dit, c'est pas crédible, une seconde. Un mec avec des longs cheveux, quoi. Des longs cheveux blonds, coiffés en arrière, la chemise ouverte jusqu'ici, une énorme truc en or. Ici, des chaussures bicolores, un blouson en cuir. Et il approche comme ça. Philippe, c'est Walter. Ah, bonjour Walter. Et donc on boit un verre et tout. Il se met à me raconter des tonnes de trucs. On est resté, il a pas mal picolé, il était ivre mort à la fin. Il m'a raconté des tonnes de trucs. On est allé manger ensuite. Et tout à la fin, au bout de 5 heures, il m'a raconté des trucs vraiment sur Alain Delon, il a participé au truc avec Markovic, qui était le garde du corps d'Alain Delon, qui a été retrouvé dans une décharge. Enfin, bon, bref. Et tout à la fin, il me dit, je peux te tapoter. Ouais, Philippe, ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Pas un mot sur tout ce que je t'ai dit. Non, c'est passé 5 heures. En plus, j'étais avec ma femme, il n'arrêtait pas de me dire, tu tiens à ta femme, ou tu veux la garder, ou... Et pendant 5 heures, je me suis tapé ce type, et à la fin, pas un mot, Philippe. Et donc bon, il repart. Alors, on repart, et lui il repart complètement sous. Il a terminé au poste parce qu'il s'est fait attaquer par 3 mecs avec des cagoules, machin. Il est sorti complètement ivre, c'était en haut du canal de l'eau. Il est sorti complètement bourré. Il s'est fait attaquer par 3 mecs avec des cagoules qu'il a envoyé les 3 à l'hôpital. Donc c'est lui qui a terminé au poste, enfin bref. Je le rappelle une semaine plus tard, Walter, quand même, tu m'as raconté des trucs formidables. T'es sûr que je dois pas en parler? Mais si, bien sûr, tu peux en parler, Philippe, bien sûr. Je dis bon, je commence à écrire. Je le rappelle un mois plus tard. Philippe, attention, tu ne parles pas de... Le mec, vraiment, complètement. Et là, il a commencé à avoir des articles dans la presse, là. Quand le livre est sorti, le téléphone sonne. Philippe, c'est Walter. Bonjour, Walter. Ça marche, ton livre, non? Tu vas gagner de l'argent avec ton livre. Je sais pas, tu sais, moi, l'argent, c'est la littérature. Hein. Pas déconner non plus. L'argent, je vais venir te voir là. Donc là, je l'attends. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai rencontré des gens vraiment improbables avec ces recherches, des gens tout à fait normaux, j'allais dire pas du tout normaux, mais des gens tout à fait gentils et simples comme Thalie ou
Mickey, le frère de Steve, qui pourtant, Mickey, il a fait 30 ans de prison sur 46 ans de vie, donc, et des fous furieux comme ce Walter. Et ils avaient tous envie de parler de Bruno, ou ça a été un truc, il a fallu que tu y ailles, que tu leur expliques ce que ton projet, ce que tu avais envie d'en faire ou, Non, ils avaient tous envie d'en parler, sauf par exemple Amélie, sa fille, elle m'a dit tout de suite, non seulement j'ai pas connu mon père, enfin je l'ai connu, je m'en rappelle plus, et surtout, moi ce qui me manque c'est un papa, c'est pas cette espèce de légende, de mythe, du gangster. Donc elle m'a dit, je vous donne le numéro de téléphone de Thalie ou de ma tante Pauline, bon, mais moi je veux pas en parler, ça m'intéresse pas. Mais je me suis rendu compte que tous les gens que j'ai contactés, son beau-frère avec qui il a fait ses premiers braquages, ou même Moréas, étaient contents d'en parler, parce que c'est quand même un truc bizarre. Ce type qui a été vraiment très médiatisé, presque autant que Mesrine. Au moment de sa mort, les journaux télévisés font leur une avec, tous les journaux. Avec sa mort. Voilà, tous les c'est en une de Paris Match, de Libé, voilà. Et puis, le fait qu'il ait jamais tué personne et qu'il ait même jamais fait ça à qui que ce soit, on l'a oublié, quoi. Alors que Mesrine, qui pourtant était vraiment un tocard dans le genre braqueur par rapport à Sulac, c'est-à-dire que quand Mesrine prenait 10 000 francs, Sulac il prenait 10 millions de francs. Mais il avait une sorte de conscience politique, il a tué 38 personnes, Sulac a toujours dit, il a été clair en disant je suis contre cette société de fric, parce que ça commence vraiment, le premier braquage de Sulac est à 2 ou 3 semaines près la première apparition de Tapi à la télé, pour le rachat de Manu France. Donc c'était vraiment, lui il a lutté à sa manière, assez égoïste, contre ce truc de clinquant, de fric, de machin, de paillettes, mais il a toujours dit, je ne défends aucune cause, je serai le porte-parole, le porte-drapeau de personne. Et par exemple, son père, Stanislas, est allé le voir en prison peu de temps avant sa mort, et celui-là lui a dit, si je dis ce que je sais sur les hommes politiques, et ça c'est une partie qui est très floue pour moi, qui n'est pas dans le livre parce que personne n'a pu me renseigner là-dessus, mais il dit, sur la finance ou la politique, si je dis ce que je sais, ça va faire exploser tout. Il n'en a jamais parlé à personne, ni à sa famille, ni à... Il a eu donc les 3 derniers mois de sa vie une tribune dans un journal qui s'appelait L'Autre Journal, qui était un journal très en vogue à l'époque, enfin très lu à l'époque. Il n'a jamais dit le moindre mot, donc lui s'est jamais considéré comme une sorte de justicier, de vengeur. Il s'est juste dit, ce monde ne me plaît pas, ce monde me dégoûte. C'est le règne de l'or et de l'hypocrisie, donc je vais prendre... mais c'était même pas pour lui, parce qu'il distribuait tout autour, lui il n'en a pas profité. On n'a jamais retrouvé le moindre billet ou le moindre bijou, on n'a pas retrouvé la panthère qui est enterrée quelque part. Sa famille, sa sœur Pauline ou sa fiancée Thalie ont, je pense, reçu pas mal de cadeaux. Et enfin, c'est anecdotique par rapport on estime son butin à 100 millions de francs, donc ce qui maintenant paraît un peu petit, 15 millions d'euros. Bon. Mais sa famille en a vraiment pas spécialement profité. Lui a tout claqué, a tout donné, il donnait de l'argent à tous ses amis. Et donc il ne reste aucune trace de son butin. C'était vraiment pas pour ramasser un trésor. Et voilà. Et moi, ce que j'aime bien, peut-être qu'on peut considérer que c'est un peu lâche ou égoïste, mais j'aime bien qu'il n'ait pas justement voulu devenir le porte-parole des opprimés ou des... Il a dit, il y a un truc qui m'énerve, je vais lutter contre, tout seul, comme ça. Et puis, voilà. Est-ce que tu nous entends lire un extrait? Mais quoi? Ce que tu veux. Alice, c'est ça, quoi? Ce que tu veux. Au hasard. C'est ça, au hasard. Tu aurais dû me prévenir avant. J'aime bien les surprises. Allez boire un coup parce que le temps passe. Alors bon bah voilà, tiens, chapitre 48. Donc il se fait choper après, je sais pas si ça va être très intéressant, mais après 2 ans de traque, il se fait choper par Georges Moréas, donc le commissaire, le patron de l'OCRB.
Assis en face de Georges Moréas dans son bureau, Bruno regarde sans animosité celui qui vient de mettre un terme à sa liberté. Chapeau. Alors, les dialogues sont de Moréas, enfin sont authentifiés par Moréas. Chapeau, je ne pensais pas que vous pourriez me trouver, tu as une bonne équipe. Merci. Une sorte de sympathie naît instantanément entre les deux hommes, dès les premières secondes face à face. Il ne faut pas exagérer, les lapins ne dansent pas la java avec les renards. Ah, mais là, non, on va partir dans un truc. Même si certains lapins pourraient en montrer à leurs adversaires. Jimmy Carter en a fait l'effrayante expérience, mais là on ne comprend pas. En fait, juste avant, Jimmy Carter, le président américain, qui s'est fait attaquer par un lapin, ce qui lui a coûté sa réélection. Mais c'est plus que de la civilité entre gentlemen qu'ils sont. Ils se respectent, chacun voyant en l'autre une éventuelle version de lui-même. Leurs rapports sont simples et francs et deviendront même presque amicaux. Il y a même une certaine légèreté, une certaine fantaisie dans l'air. Un drôle de zèbre, ce Bruno Sulac, dira Moréas. D'ailleurs, on ne sait pas si Moréas a donné des consignes spéciales, mais c'est de la bonne jungle, parce que je parle d'animaux avant. Cordial. Tous les flics du service, même lors des interrogatoires, dont l'issue sera déterminante pour confirmer la valeur de la prise, se montrent parfaitement corrects avec les Bonnie and Clyde de la non-violence. Alors, si je lis, on va rien comprendre, parce que... Non, mais c'était pas une obligation. Ça renvoie à des trucs d'avant. Mais justement, je voudrais parler de ça. Quand il s'est fait arrêter, Bruno, il était avec Tali, qui était donc le grand amour de sa vie. C'est pour ça que je dis les Bonnie and Clyde, ils ont fait tous les coups ensemble, etc. Il a dit à Georges Moréas, ils les ont arrêtés tous les deux, et Georges Moréas lui dit, qui est cette jolie brune qui est avec toi? Et Bruno dit, c'est une sorte de call girl presque, enfin c'est une jolie fille que j'ai rencontrée en boîte, on a passé des nuits ensemble, c'est pas sympa, ne l'embête pas. Regarde là, tu comprends que j'ai voulu passer une ou deux nuits avec elle, laisse-la partir. Alors qu'ils étaient vraiment ensemble depuis un an. Moréas interroge Tali pendant la nuit de garde à vue et on déduit que Sulac lui a dit la vérité, que c'est juste une sorte de danseuse. Dans les journaux, il y avait marqué cover girl, je ne sais pas ce que ça veut dire maintenant, cover girl, mais bon. Et donc il la laisse partir. Et moi, 30 ans plus tard, j'ai écrit à Georges Moréas. J'ai dit, Georges, vous vous rappelez que vous avez arrêté Bruno en compagnie d'une jeune et grande et belle brune? Il dit, oui, bien sûr, je me souviens très bien, je l'avais interrogée, c'est une fille qui était chez lui ce soir-là par hasard. Et je dis, ben, détrompez-vous. C'était la complice de ses 25 ou 30 derniers braquages. Et Moréas, qui maintenant a 75 ans, dit, ah, je me prenais pour un super flic, je me suis fait rouler dans la farine par une gamine. Et donc il me dit, rendez-moi un service, donnez-moi son téléphone, je voudrais déjeuner avec elle. Et donc moi j'avais fait la balance un peu 30 ans plus tard, hein, c'est moi qui ai balancé. Et donc ils ont déjeuné tous les deux, j'ai trouvé ça super émouvant, quoi. Ils ont déjeuné tous les deux, 30 ans après la mort de Bruno, et il lui a dit, bravo, tu m'as eu. Nous on pensait qu'on était les rois du monde à l'OCRB, et voilà. Tu m'as eu. Donc c'est un peu dur de lire l'extrait parce que ça renvoie à plein de trucs avant, mais... Non, mais de toute façon, il faut que les gens lisent le livre. Il faut que les gens le lisent. C'est comme ça. D'ailleurs, est-ce que vous avez des questions à poser? Ce fameux moment où personne n'a de questions à poser. Comment ça, Bruno Sulac n'est pas complètement mystérieux pour J'ai vous? fait un... Samedi, j'étais au Salon du Livre de Nancy, et profitant de l'avenue au Salon du Livre, une femme qui s'occupe de la prison, des ateliers de dessin me dit, ce serait bien si vous veniez parler aux détenus, puisque ça parle d'un braqueur qui a voulu s'évader de prison. Donc je suis allé à la prison de Nancy et je me suis retrouvé exactement comme ici, en face d'une trentaine de détenus qui
Je n'ai pas pu placer un mot. Il n'arrêtait pas. Il dit, oui, alors... Et je leur ai dit, les gars, bravo. Normalement, quand je fais des rencontres comme ça, quand on dit, est-ce qu'il y a des questions à poser, personne ne parle, et eux, ils n'arrêtaient pas. Donc imaginez que vous êtes en prison, vous n'avez pas parlé depuis des mois. Alors donc il a été emprisonné combien de fois? Parce que tu as dit qu'il s'était évadé à chaque fois, donc il a été... Ouais, alors il a été arrêté une première fois pour un braquage, son deuxième ou troisième braquage, en 79. Il s'est évadé en juin 80, donc il a fait déjà 1 an et demi à peu près. Ensuite, il a été arrêté une deuxième fois avec Tali en janvier 82, et il s'est évadé en juin ou juillet 82, donc 6 mois. Et la troisième fois où il s'est fait arrêter, il a pris beaucoup d'années de prison. Il avait 25, enfin, son avocat lui a dit c'est au moins 20 ans. Et là, il a fait 1 an et demi de prison, ce qui finalement n'est pas beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'en tout, il a dû faire 3 ans de prison à peu près. Il est mort malheureusement à sa dernière tentative d'évasion, mais donc en tout, il a dû faire 3 ans de prison, ce qui est pas énorme. Là, je parlais tout à l'heure du frère de Steve, là, qui à 46 ans a fait presque 30 ans de prison. Donc voilà, il a passé que 3 ans de sa vie en prison, mais en même temps, il a eu une tellement courte vie, il est mort à 29 ans. Donc, et puis surtout, il est mort dehors, c'est-à-dire qu'il a quand même réussi À sortir. Il est mort sur le parking de la prison de Fleury-Mérogis, donc il a réussi à sortir. Mais voilà, il a fait 3 ans de prison. Donc la prison n'est pas quelque chose qui a été absolument terrible pour lui. Par contre, la dernière année de sa vie, quand il sentait qu'il allait passer au moins 20 ans en prison, il a écrit des lettres que je n'ai pas reproduites moi, parce que je voulais les laisser à Pauline, sa sœur. Mais donc si vous aimez le livre et que vous cherchez sur Internet, dans le livre de sa sœur, il y a une centaine de lettres qu'il a écrites à Fleury-Mérogis en prison, et qui sont des lettres de désespoir complet. C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui voulait être libre et bouger de tous les côtés, et qui s'est senti à la fin complètement... il aurait passé 20 ans ou 25 ans en prison. Et puis après la prison, là, donc le frère, là, le petit frère de Steve, Mickey, qui vient de sortir, là, qui est sorti en mi-juillet, il ne sait pas quoi faire, il n'a rien à faire, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que voilà, soit il recommence les braquages, soit il ne peut pas trouver un travail. Enfin, donc celui-là qui savait ça, savait que sa vie était finie, et en même temps il a joué pour ça, hein. Il savait que voilà, on joue, on gagne, on perd. Et il savait que sa vie était finie s'il ne s'évadait pas. Mais il n'avait aucun regret Sur ce qu'il a fait? Pas du tout, non, pas du tout. Enfin, non, mais en même temps, et moi on me dit là, il y a pas mal de papiers dans les journaux, des machins comme ça qui sortent, on dit oui, c'est l'apologie d'un gangster. C'est vrai, c'est pas bien ce qu'il a fait de braquer des bijouteries, mais les seules personnes qu'il a flouées sont les assurances. C'est-à-dire qu'en fait, quand il braquait une bijouterie, il allait voir les assurances et il leur revendait des grosses assurances, hein, comme Lloyd's ou des... Il leur revendait les bijoux, et eux étaient très contents de pouvoir lui racheter à un prix inférieur à ce qu'elles auraient dû rembourser normalement. Donc en fait, les seules personnes qu'il a arnaquées dans sa vie, ce sont des grandes multinationales comme Lloyd's, qui sont des... Donc il ne regrettait pas du tout, vraiment. Lui estimait qu'il n'avait jamais fait de mal à personne, quoi. Après, pas tant regretter d'arnaquer mais les assurances, regretter mais ça, regretter oui, son mode si. de vie. Si, il a dit, à son dernier procès, et dans les lettres qu'il écrivait en prison, il a dit, en fait, j'aurais dû être écrivain. Comme ça, j'aurais été dans la marge, sans les risques que ça comporte. Moi, voilà, mais si, il a regretté, oui, c'est vrai, pardon, j'avais pas compris la question. Oui, il a regretté d'avoir fait tout ça parce que ça l'a conduit dans une impasse, ça l'a conduit en prison, c'est-à-dire qu'il a passé la moitié de sa vie à fuir ou à être emprisonné. Donc, oui, si, il regrettait. Maintenant,
je sais pas comment dire, mais je pense que s'il a fait ça, c'est que voilà, c'est ce qui s'est présenté à lui. On peut toujours dire j'aurais pas dû, voilà. Moi je peux me dire c'est pas marrant la vie d'écrivain, j'aurais peut-être dû de bosser à Ikea ou je sais pas quoi, mais c'est vrai qu'il a dit j'aurais dû être peintre ou écrivain en fait. Comme ça j'aurais été en marge de la société et on m'aurait laissé tranquille. Mais je pense pas que ça lui correspondait vraiment. Enfin, je pense pas. Il avait besoin d'action. Écrivain, il n'y a pas beaucoup d'action. Sauf là.